Cette vidéo n'est pas une fiction. C'est l'histoire de Laurette. Je me souviens d'une fois où tu étais tout bébé, tu étais dans ton petit couffin à l'arrière de la voiture. Il s'est mis en colère, je ne sais plus pourquoi, et il a accéléré et il voulait foncer contre un mur et il s'est arrêté peut-être à 20 cm. Et moi j'avais mis la main pour pas que ton couffin se renverse. Je me souviens que de ça. Et j'étais terrorisée parce que, en plus, c'était juste devant la maison de mes parents. Et il faut savoir quand même que mes parents venaient de perdre mon frère. Donc, mes parents n'ont jamais rien dit, mais bon, ils ont été réveillés, ça c'est certain. Voilà. C'était un fou furieux, c'était un caractériel, c'était... Voilà. Je l'avais bien choisi. Je suis fille unique et j'ai été élevée en grande partie par ma maman. Je n'ai aucun souvenir de ce qu'il m'a fait parce que j'étais trop petite, mais un jour, alors que j'étais adolescente et que je parlais de mon père avec ma maman, elle m'a raconté que quelque temps après ma naissance, en fait... Tu n'avais pas encore un an, et un soir, tu pleurais beaucoup, je pense que tu avais mal aux dents, et ton père ne supportait pas d'entendre pleurer, j'arrivais pas à te calmer, et il t'a giflé. Tu étais un petit bébé, et il t'a giflé. Tu as gardé les marques sur le visage pendant quelques jours. Donc les jours qui ont suivi, j'ai rencontré ma cousine, qui est infirmière, et qui m'a dit « Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Alors j'ai menti, j'ai dit que tu étais tombée, et elle m'a dit « Mais on dirait qu'elle a été giflée. » Et j'ai pas su quoi répondre, et je pense que tout le monde a cru que c'était moi. Et je n'ai jamais rien dit. Je crois que c'est la première fois qu'il a levé la main sur moi. Mes parents ont divorcé relativement tôt. Lorsque j'étais enfant, je devais avoir environ 4 ou 5 ans. Je voyais mon père un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. En grandissant, je dirais que mon père s'est plus ou moins s'occupé de moi et c'est ensuite vers l'âge de 13 ans, quand il a rencontré ma belle-mère, que j'ai découvert une autre facette de lui. J'ai le souvenir qu'il voulait absolument récupérer l'argent qu'il payait pour ta pension, qui était le minimum en plus, parce qu'il supportait pas d'être obligé de payer pour toi. Et c'est pour ça qu'il avait porté plainte contre moi en disant que je lui avais écrasé volontairement le pied avec la voiture, alors que c'était faux. Et il avait soi-disant 2 témoins. Et mon avocate, avant le procès, a pris son téléphone devant moi. Elle a appelé les deux personnes qui étaient soi-disant témoins en leur disant bien que un faux témoignage, elle pouvait écoper de tant de mois de prison et tant d'amende. Et le jour du procès, personne ne s'est présenté. Voilà. Ensuite, vers l'adolescence, je devais avoir à peu près 14 ans. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. C'était un vendredi en fin d'après-midi et j'écoutais en boucle l'album Bad de Michael Jackson sur mon Walkman. Je revenais de l'internat et ma belle-mère n'était pas là. C'était un week-end où j'étais chez mon père et mon père me dit au sujet de Kwaoukès, qui en fait était le surnom de ma belle-mère parce qu'elle disait tout le temps ça dans ses phrases, Kwaoukès. Du coup, il me dit... qu'elle n'était pas là, qu'elle était à l'hôpital, qu'elle avait eu un accident. Et en discutant, il me dit qu'en fait, elle était tombée sur la table basse et qu'elle s'était cassé le nez. Donc comme il y avait du sang partout, il avait dû nettoyer. C'est pour ça que tout était aussi bien rangé et que tout était en ordre. Le lendemain, je me souviens la voir franchir la porte d'entrée. Elle avait des hématomes partout sur le visage, un énorme pansement sur le nez. Et c'est bien plus tard que j'ai compris qu'en fait, c'était pas juste un accident. Elle était pas du tout tombée sur la table basse. Il l'avait frappée et il lui avait cassé le nez. Moi, c'était très simple. Quand il s'énervait, il fallait que je m'éloigne. Sinon, il me giflait, quoi. Il me giflait. Quand il commençait à s'énerver, bon, il fallait plus rien dire, quoi. T'as raison, et puis basta. C'était la seule solution. En fait, il reproduisait ce qu'il avait vu chez lui. Toute sa vie, il a vu son père battre sa mère. Voilà. Et en plus, il était caractériel. C'était vraiment quelqu'un, effectivement, de colérique, de relativement dangereux. Et ça, c'était horrible à vivre au quotidien. Jusqu'à ce qu'on arrive à Perpignan, tu allais chez lui en vacances sans problème. C'est à partir du moment où on est arrivé à Perpignan où là, tu n'avais plus envie d'y aller. Et je me souviens à quel point pour moi c'était traumatisant d'aller chez lui. Je voulais jamais y aller en fait, mais c'est la justice qui me laissait pas le choix. Donc j'y allais contrainte et forcée, sachant que j'allais subir de la violence verbale
des brimades et des insultes de toutes sortes, autant de sa part que de celle de ma belle-mère. Pour mes 18 ans, j'ai cette image qui est très vive encore dans ma mémoire. J'ai attendu toute la journée près du téléphone et il a jamais sonné. C'était vraiment un jour important pour moi parce que ça marquait effectivement un tournant dans ma vie d'adulte et il a jamais téléphoné. Je me rappelle à quel point ça m'avait profondément affecté qu'il m'oublie et quelques jours plus tard, c'est moi qui l'ai appelé pour lui dire « Tu sais papa, ça m'a fait beaucoup de peine que tu ne m'appelles pas. » Et le comble de tout ça, c'est que je me suis fait engueuler pour avoir dit ça. C'est vrai que c'était une époque où j'avais quelques kilos en trop. Et on se disputait d'ailleurs souvent à ce sujet parce que lui ne supportait pas que je fasse une taille 42-44. Il me faisait très souvent des remarques qui étaient extrêmement désobligeantes sur mon physique en me disant qu'il fallait que je perde du poids, que c'était pas beau d'avoir des rondeurs, que c'était pas du tout féminin et que c'était plus joli en fait les femmes qui étaient minces. Et forcément ma belle-mère, elle était mince. Donc je recevais beaucoup de critiques sur mon physique et le pire dans tout ça, c'est le jour où j'ai fait un régime. Quand il a remarqué que j'avais perdu du poids, dans son regard, il n'y a rien eu, pas de félicitations, pas de fierté, rien. J'étais redevenue une taille 36-38, mais il n'y a rien eu. Et je crois que ça, inconsciemment, ça a également fait partie des choses qui m'ont blessée et qui m'ont confortée dans l'idée que j'étais dans une relation avec mon père qui était complètement toxique. Et il m'aura fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'il fallait que je parte. Et au fond, je crois que j'attendais un déclic. Et ce déclic, je l'ai eu un mardi. Et je me souviens que je venais d'arriver chez mon père. Il était fraîchement divorcé en fait. Et quand je suis arrivée avec mon compagnon, il nous a expliqué que son ex-femme avait porté plainte contre lui parce qu'ils avaient eu un accident de voiture ensemble et qu'elle avait eu le nez cassé. En réalité, en parlant avec lui, j'ai compris qu'il l'avait frappée pendant qu'elle conduisait, ce qui avait provoqué donc un accident de voiture, et c'est pour ça qu'elle avait eu le nez fracturé pour une seconde fois. Et là, pendant qu'il me racontait tout ça, je me disais, c'est plus possible en fait de subir tout le temps cette violence. Et j'avais comme un drôle de sentiment, comme une sorte de prémonition que ce jour-là, il allait vraiment se passer quelque chose. En gros, j'avais passé ma journée à faire le ménage parce que donc à ce moment-là, il avait divorcé et qu'il habitait seul. Et la maison, elle n'était pas forcément toujours très propre. Donc, j'avais fait le ménage toute la journée, notamment dans la salle de bain qui sentait pas forcément très bon. Et j'avais effectivement utilisé pas mal de javel pour désinfecter. Donc la journée se passe, je fais le repas, on mange. Et à table déjà, ce soir-là, je me rends compte qu'il a tendance à boire beaucoup plus que d'habitude. On finit de manger, on va regarder un petit peu la télé et à un moment donné, il se lève et il veut aller se coucher. Avant ça, il va dans la salle de bain et il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, derrière le mur du salon, il y avait la salle de bain. Et là, je l'entends commencer à faire pas mal de bruit, à remuer beaucoup de choses et à parler très très fort. Et puis d'un coup, il se met à hurler, il explose et je comprends vite qu'en fait, il hurle après moi. Et là, j'ai eu l'impression d'être dans un film, c'était surréaliste. J'avais l'impression de voir Jack Nicholson dans Shining. C'était un dédoublement de personnalité, c'était exactement ça. Jack Nicholson qui pétait un plomb. Et d'un coup, à travers la cloison, je l'entends dire, et là je comprends que ça m'est adressé, mais regarde-la cette con. Elle a nettoyé la salle de bain avec de la javel comme si j'étais pas capable de le faire, comme si j'étais sale. Qu'est-ce qu'elle croit cette espèce de... Je vais sortir, je vais la... Et il a continué à casser des choses, à bouger des choses. J'étais terrorisée. Je me souviendrai toujours, j'étais dans le salon, je regardais mon conjoint, je le tenais par la main et je me souviens à un moment donné lui dire droit dans les yeux, il va sortir, il va me tuer. Honnêtement, ce soir-là, j'ai espéré de toutes mes forces qu'il ne sorte pas de la salle de bain pour venir me frapper. Et finalement, il s'est calmé, il est sorti de la salle de bain, il est allé se coucher. Et c'est à ce moment-là, avec tout le stress et toute la méchanceté et la folie que j'ai ressentie en lui, que je me suis dit que c'était trop. Et même si on n'a qu'un père et qu'une mère, si l'un d'eux est défaillant, alors à un moment donné, on se doit de trouver la force et le courage de partir et de savoir dire stop. Et pour moi, ce soir-là, je me suis dit, c'est fini. Et le lendemain, je suis partie. Et je ne l'ai plus jamais revu.